Ma mère ne m'avait pas appelé depuis 18 ans. Puis, mon entreprise a fait la une, et elle s'est présentée à ma porte, munie d'une liste de 3 pages détaillant tout ce qu'elle attendait de moi financièrement. Je me souviens encore du son de la sonnette. Il était un peu après 10 heures, un mardi matin, fin octobre. Je venais de rentrer du bureau de Whittaker Mechanical, à Blue Ash, en Ohio, portant une tasse de café en papier de chez Duncan, qui était déjà tiédi. Ma femme, Monica, était à l'étage, se préparant pour un rendez-vous médical. J'ai posé mes clés sur le comptoir de la cuisine, j'ai enlevé ma veste, et j'ai de nouveau entendu la sonnette. Une longue sonnerie, puis une autre. Je n'attendais personne. Lorsque j'ai ouvert la porte, ma mère se tenait sur mon porche. Evelyn Whittaker, âgée de 79 ans, portait un manteau beige, des chaussures noires pratiques, et la même expression qu'elle avait la dernière fois que je l'avais vue, 18 ans plus tôt. Sauf qu'à l'époque, elle s'éloignait de moi. Maintenant, elle se tenait là, une chemise cartonnée glissée sous un bras. Pendant une seconde, aucun de nous n'a dit un mot. Puis elle a souri. Daniel. Je ne l'avais pas entendu prononcer mon nom en personne depuis 18 ans. Je l'ai regardée. Maman. Elle a jeté un coup d'œil derrière moi, vers l'intérieur de la maison. Tu ne vas pas m'inviter à entrer? J'ai failli rire. Non pas parce que quoi que ce soit était drôle, mais parce que 18 ans, c'est long sans frapper à la porte de quelqu'un. Et maintenant, elle agissait comme si elle n'avait manqué que quelques fêtes de fin d'année. J'ai fait un pas de côté. Elle est entrée. Ses yeux ont parcouru l'entrée, observant les photographies encadrées sur le mur. L'une de Monica et moi, à notre 20e anniversaire. L'une de notre entreprise, devant notre premier vrai bureau. Une autre de moi, serrant la main du maire lors d'un événement local pour petites entreprises. Maman s'est arrêtée devant celle-ci. « Tu as bien réussi », a-t-elle dit. J'ai pris une inspiration. Nous avons bien réussi. Elle m'a regardé. Ton entreprise vaut 21 millions de dollars maintenant, n'est-ce pas? Ça y était. Pas, comment vas-tu? Pas, comment va Monica? Pas même, je suis désolé. L'argent. Je suis entré dans la cuisine. Un café? Non, merci. Elle s'est assise à table. Puis elle a posé la chemise cartonnée devant elle. Je suis venu parce qu'il y a des choses dont nous devons discuter. Je me suis assis en face d'elle. Elle a ouvert la chemise, 3 pages, tapées et soigneusement organisées. La première ligne indiquait « Réparation de toit, 18 700 $. La deuxième, dette commerciale de Richard, 42 000 $. Puis, prêt pour les études de Kevin, 27 000 $. Il y avait des frais médicaux après cela. Des réparations domiciliaires, des assurances, et tout en bas, souligné 2 fois, soutien familial mensuel, 10 000 $. J'ai fixé la page. Puis j'ai regardé ma mère. Tu m'as apporté une facture. Elle a froncé les sourcils. Ce n'est pas une facture. Qu'est-ce que c'est? C'est ce dont ta famille a besoin. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Ta famille? Elle a semblé offensée. Tu sais ce que je veux dire? Non, s'éclaircit la gorge maman, je ne sais pas. Elle a refermé la chemise. Tu as les moyens d'aider maintenant. Je l'ai regardé longuement. Puis j'ai dit la seule chose qui me serrait la gorge depuis qu'elle avait franchi ma porte. Tu ne m'as pas appelé depuis 18 ans. Son visage s'est tendu. C'était il y a longtemps. Pas pour moi. Elle a baissé les yeux vers la chemisée, juste une seconde, j'ai vu quelque chose derrière son regard. De la colère. De l'embarras, peut-être, ou de la culpabilité. Mais cela a vite disparu. Tu as fait ton choix. Elle a dit que je savais exactement ce qu'elle voulait dire. J'avais 40 ans quand j'ai rencontré Monica. J'avais déjà divorcé une fois. Je n'étais pas un enfant. Je n'étais pas confus quant à ce que je voulais. Monica travaillait à la paix pour un fournisseur régional de construction à Dayton. Nous nous sommes rencontrés lors d'un déjeuner d'affaires à Kettering, quand l'un de mes sous-traitants nous a présentés. Elle était drôle, pas bruyante, ne cherchant pas à impressionner qui que ce soit. Elle avait cette habitude de vous regarder directement quand vous parliez, comme si elle voulait vraiment entendre la réponse.
3 mois après notre rencontre, je l'ai emmenée chez mes parents à Cincinnati. Je me souviens de maman ouvrant la porte. Elle a regardé Monica, puis elle m'a regardé. Son sourire a disparu pendant une demi-seconde, mais elle nous a invités à entrer. Le dîner était du poulet rôti, de la purée de pommes de terre, des haricots verts et une tarte aux pacane qu'elle avait faite ce matin-là. Cela aurait dû être ordinaire. Ça ne l'était pas. Maman a à peine parlé à Monica. Après le dîner, elle m'a demandé de la rejoindre sur le porche arrière. Il faisait froid cette nuit-là. Je me souviens d'être resté debout à côté du barbecue pendant que ma mère croisait les bras sur sa poitrine. « Tu es sérieux avec elle ? » ? Oui. Elle a des origines différentes. Je savais ce qu'elle disait. « Tu veux dire qu'elle est noire ? » Maman a regardé vers la fenêtre de la cuisine. « Je veux dire, les gens vont parler. » Je me souviens avoir secoué la tête. « Les gens parlent toujours. » Ce n'est pas une blague, Daniel. Je sais. Elle a soupiré. Je ne crois juste pas que tu comprennes ce que tu fais. Je comprends exactement ce que je fais. J'ai épousé Monica 6 mois plus tard. Mon père est venu au mariage. Ma mère non. Mon jeune frère, Richard, non plus. Papa m'a dit après coup, donne du temps à ta mère. Alors, je l'ai fait. Pendant 6 mois, puis 1 an, puis 2. J'ai envoyé des cartes de Noël. Pas de réponse. Des cartes d'anniversaire. Rien. J'ai appelé directement la messagerie vocale. Une année, j'ai laissé un message le matin de Noël. Maman, c'est Daniel. Joyeux Noël. J'espère que tu vas bien. Elle n'a jamais rappelé. Finalement, j'ai arrêté. Monica ne m'a jamais dit de le faire. Elle n'a jamais blâmé ma mère. Elle est juste restée à mes côtés. Quand nous avons créé Whittaker Mechanical Service, nous n'avions presque rien. Un vieux Ford Transit, 2 employés, un prêt commercial de $12 000, un bureau loué avec un éclairage de parking cassé. Monica s'occupait des plannings, des factures, de la paie et de la moitié des plaintes des clients. Je gérais tout le reste. Il y avait des soirs où je restais assis à la table de la cuisine, additionnant des chiffres sur un bloc-notes jaune, essayant de déterminer si nous pouvions payer les salaires du vendredi. Une fois, un client commercial nous devait près de $35 000, et nous ne pouvions pas nous permettre de le poursuivre en justice. J'ai dit à Monica que je pensais que nous devrions fermer. Elle a posé son café. Nous sommes fatigués, a-t-elle dit. Je l'ai regardée. Elle a souri. Nous n'avons pas fini. Et nous n'avions pas fini. 18 ans plus tard, l'entreprise comptait des centaines d'employés et des contrats dans tout le sud-ouest de l'Ohio. Un groupe d'investissement privé a acheté une participation minoritaire. Le journal économique local a rapporté l'évaluation. 21 millions de dollars. Ce chiffre a voyagé plus vite que je ne m'y attendais, et apparemment, il a voyagé jusqu'à la maison de ma mère. J'ai de nouveau regardé la liste de 3 pages. Puis je l'ai doucement poussée sur la table. Je n'arrive pas à croire que tu sois venu ici après 18 ans et que tu aies apporté ça. Elle l'a ramassé. Tu peux te le permettre. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas la question. Alors, qu'est-ce que c'est ? J'ai regardé la femme qui avait été autrefois la personne que je voulais le plus rendre fière. La question, c'est que tu n'étais pas là. Elle n'a rien dit. J'ai continué. Quand Monica a été opérée, tu n'étais pas là. Ses yeux se sont baissés. Quand nous avons créé l'entreprise, tu n'étais pas là. Elle a dégluti. Quand papa est mort, j'étais seul assis dans le couloir de l'hôpital. Sa voix est devenue plus calme. Nous avions nos raisons. Je l'ai fixée. Quelle raison ? Elle n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle a refermé la chemise et s'est tenue dans l'embrasure de la porte. Elle s'est retournée. Tu devrais savoir quelque chose avant de décider ce que tu penses de moi. J'ai attendu. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Ton père n'était pas la seule raison pour laquelle tu n'as jamais eu de nos nouvelles. Puis elle a ouvert la porte et est partie. Je suis resté là, plusieurs secondes, fixant le porche vide. Pendant 18 ans, je m'étais dit que je savais pourquoi ma famille avait disparu.
Ce matin-là, pour la première fois, je me suis demandé si je m'étais trompé. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, non pas parce que ma mère s'était montrée. J'avais imaginé ce moment plus de fois que je ne voudrais l'admettre. Ce qui m'a tenu éveillé, c'est ce qu'elle avait dit avant de partir. Ton père n'était pas la seule raison pour laquelle tu n'as jamais eu de nos nouvelles. À 2h17 du matin, je fixais toujours le plafond. Monica dormait à côté de moi. Je me suis retourné avec précaution et j'ai regardé les chiffres rouges du réveil. 2h18. Je suis finalement sorti du lit. En bas, la maison était silencieuse. Je me suis versé un verre d'eau et me suis tenu à la fenêtre de la cuisine. Dehors, l'arrière-cour était sombre, à l'exception de la petite lumière de sécurité au-dessus du garage. J'ai pensé appeler ma mère. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai appelé le téléphone de Monica. Elle a répondu de l'étage presque immédiatement. Qu'est-ce qui ne va pas? S'éclaircit la gorge rien. Tu n'appelles pas mon téléphone depuis le rez-de-chaussée à 2h du matin quand rien ne va pas. J'ai souri malgré moi. Descends. Quelques minutes plus tard, elle est entrée dans la cuisine, vêtue d'un vieux sweatshirt gris et de chaussons. Elle s'est assise en face de moi, alors je lui ai raconté ce que ma mère avait dit. Monica a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a demandé, « Tu la crois ?» Je ne sais pas. C'est peut-être la première réponse honnête que tu te donnes. Je l'ai regardée. Tu dois toujours faire ça. Faire quoi? Dire ce que je ne veux pas entendre. Elle a souri. Quelqu'un doit le faire. J'ai ri doucement. Puis j'ai baissé les yeux sur mes mains. Je pensais avoir fait la paix avec tout cela. Tu as construit une vie autour de ça, a-t-elle dit. Ce n'est pas toujours la même chose. Je n'ai pas répondu, car elle avait raison. Le lendemain matin, je suis allé au bureau de bonne heure. Whittaker Mechanical Service était déjà en mouvement quand je suis arrivé. Des camions sortaient du parking. Quelqu'un se disputait au téléphone avec un fournisseur. L'odeur de café brûlé venait de la salle de pause. C'était ordinaire. J'avais besoin d'ordinaire. Je suis entré dans mon bureau et j'ai fermé la porte. À 8h15, mon assistante, Linda, a frappé. Vous avez un appel de Robert Henley. Ce nom m'a arrêté. Robert avait géré la succession de mon père. Il avait maintenant près de 79 ans et avait pris sa retraite de son cabinet du centre-ville de Cincinnati plusieurs années plus tôt. Nous ne nous étions pas parlé depuis presque une décennie. J'ai décroché le téléphone. Robert. Daniel, bonjour. Sa voix paraissait plus vieille que dans mes souvenirs. Comment allez-vous? Vieux, a-t-il dit, mais toujours têtu. J'ai ri. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une pause. Puis il a dit, votre mère est venue me voir hier. Je me suis adossé à ma chaise. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle a posé des questions sur la succession de votre père. Mon estomac s'est serré. Pourquoi? Je pense que vous savez déjà. J'ai regardé par la fenêtre du bureau. L'un de nos camions reculait vers la zone de chargement. Robert, dis-le-moi simplement. Il a soupiré. Votre père vous a laissé quelque chose spécifiquement. J'ai attendu. Quelle somme d'argent? J'ai failli rire. C'est drôle. Ce n'est pas drôle. Combien? Environ 85 000 $ à l'époque. J'ai arrêté de respirer une seconde. 85 000 $? Oui. Je ne l'ai jamais reçu. Je sais. Je me suis levé. Alors, où est-il allé? Robert n'a pas répondu immédiatement. Daniel, je pense que vous devriez venir me voir. Je me suis rendu à son bureau cet après-midi-là. Il avait déménagé dans un cabinet plus petit, près de Montgomery Road, l'un de ces immeubles professionnels silencieux où chaque couloir sentait légèrement le nettoyant pour tapis. Il avait un dossier qui m'attendait, un épais. Je me suis assis en face de lui. Il l'a ouvert avec précaution. Votre père avait un compte d'investissement séparé de l'entreprise familiale. J'ai hoché la tête. Il voulait que vous en receviez une partie. Combien? Environ 85 000 $.
Et ma mère? Robert a baissé les yeux vers les papiers. Votre mère nous a dit que vous n'en vouliez pas. Je l'ai fixé. Je n'ai jamais dit ça. Je sais. Alors pourquoi l'avez-vous laissé le prendre? Robert s'est penché en arrière. Je ne l'ai pas laissé le prendre. Il a expliqué que l'argent ne lui avait pas été simplement remis. Après le décès de mon père, le processus de succession était devenu complexe. Il y avait des comptes, des impôts, des dépenses, et plusieurs investissements qui devaient être réglés. Ma mère a dit à l'avocat de la famille que je n'avais aucun intérêt à recevoir quoi que ce soit. Elle a dit que j'avais fait mon choix. Elle a dit que j'étais passé à autre chose. Elle a dit que je ne voulais rien de la famille. Robert l'avait cru, ou plus précisément, il avait cru ce qu'on lui avait dit. Et l'argent, ai-je demandé, il est resté sur un compte d'investissement familial jusqu'à ce que Robert m'a regardé. Jusqu'à ce que votre frère ait besoin d'aide. Je me suis adossé. Richard, oui. Combien? L'argent de votre père n'a pas été dépensé en une seule fois. Une partie est allée pour les dettes commerciales de Richard. Une partie a été utilisée pour les frais juridiques et les impôts. Une partie a été réinvestie. J'ai fixé le dossier. Donc, mon argent a aidé à maintenir l'entreprise de Richard en vie. Une partie, oui. Et personne n'a pensé à m'appeler? Robert a secoué la tête. Non. Je me suis frotté le front. Pendant des années, je m'étais demandé si ma famille m'avait simplement oublié. Maintenant, je comprenais quelque chose de pire. Ils n'avaient pas oublié. Ils avaient pris des décisions concernant ma vie sans moi. J'ai posé la question que j'avais eu peur de poser. Papa savait-il? Robert est resté complètement immobile. Oui. Je l'ai regardé. Avant qu'il ne meure? Oui. Qu'a-t-il dit? Robert a ouvert un autre dossier. Il y avait une lettre. Il me l'a tendue. Mon nom était écrit sur l'enveloppe. Daniel. L'écriture était celle de mon père. Je ne l'avais pas vue depuis des années. Mes mains tremblaient lorsque je l'ai ouverte. La lettre n'était pas longue. Papa écrivait sur mon enfance, sur les sorties de pêche à East Fork Lake, sur le fait qu'il m'avait appris à changer l'huile de mon premier camion, sur l'époque où j'avais 17 ans et que je voulais quitter l'école parce que je pensais que je n'arriverais jamais à rien. Puis il a écrit sur Monica. Il a dit qu'il savait que je l'aimais. Il a dit qu'il aurait dû se tenir à mes côtés. Et puis est venue la phrase qui est restée gravée en moi. Je t'aimais, mais j'avais peur de ta mère. J'ai arrêté de lire. J'ai s'éclairci la gorge, ne pouvait pas continuer pendant plusieurs secondes. Robert n'a rien dit. J'ai regardé par la fenêtre. La circulation s'écoulait le long de Montgomery Road. Les gens allaient au travail. Quelqu'un promenait un Golden Retriever sur le trottoir. Le monde continuait de tourner pendant que j'étais assis là, tenant une lettre d'un homme mort. Finalement, j'ai fini de lire. Mon père a admis qu'il avait permis à la peur de prendre ses décisions à sa place. Il a écrit qu'il espérait qu'un jour je comprendrais. J'ai plié la lettre. Je ne comprends pas. Robert m'a regardé. Je ne comprends pas. Il a hoché la tête. Je sais. J'ai dégluti. J'aurais préféré des excuses à 85 000 $. Robert a baissé les yeux. Je suis resté assis là 1 minute de plus. Puis j'ai posé la question pratique. Combien cela vaudrait-il maintenant? Robert m'a donné un chiffre. Selon la manière dont l'argent avait été investi et la méthode comptable utilisée, ma part initiale aurait pu atteindre environ 140 000 $. 140 000 $. Ce n'était plus une somme d'argent qui changerait ma vie. C'était presque la partie la plus cool. Il y a 18 ans, cela aurait compté. Lorsque Monica et moi luttions pour maintenir l'entreprise en vie, 85 000 $ auraient pu tout changer. Maintenant, je pouvais écrire le chèque sans y penser. Robert a demandé, « Voulez-vous donner suite ?» J'ai baissé les yeux sur la lettre de mon père. Une partie de moi voulait dire oui, non pas parce que j'avais besoin de l'argent, mais parce que je voulais que quelqu'un admette avoir pris quelque chose qui m'appartenait. Je voulais que ma mère s'assoie en face de moi et dise que j'avais eu tort. Mais ensuite,
j'ai imaginé ce qui se passerait. Des avocats, des lettres, des disputes, des dépositions. Une autre année de ma vie passée à parler des gens auxquels j'avais passé 18 ans à essayer de ne plus penser. J'ai secoué la tête. Non. Robert a semblé surpris. Vous êtes sûr? Oui. Pourquoi? J'ai plié la lettre de mon père et l'ai remise dans l'enveloppe. Parce que je ne veux pas qu'il possède une autre année de ma vie. Quand je suis rentré à la maison, Monica était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Elle m'a regardé. Tu as découvert. J'ai hoché la tête. Elle a attendu. Je lui ai tout raconté. Elle n'a pas interrompu. Quand j'ai eu fini, elle a éteint la cuisinière. Tu vas bien? Non. Elle a hoché la tête. Je ne pensais pas que tu irais bien. Je me suis assis. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis mon téléphone a vibré. C'était un texto d'un vieil ami. En pièce jointe, une capture d'écran de Facebook. Je l'ai ouverte. Kevin, mon neveu de 34 ans, avait posté, excité de rejoindre l'entreprise familiale. De grandes choses nous attendent. Je l'ai fixé. Monica s'est penchée. Il travaille pour toi? Non. Elle a souri. Eh bien, apparemment, il a oublié de demander. J'ai ri. C'était la première fois que je riais de toute la journée. Puis j'ai lu les commentaires. L'un de mes cousins avait écrit « Tellement fier de toi, Kevin. » Grand-père sourirait. Un autre disait « J'ai hâte de voir ce que la prochaine génération fera avec l'entreprise. » J'ai cessé de sourire. Ils ne demandaient pas seulement de l'argent. Ils avaient déjà décidé à quoi mon avenir était censé ressembler. Mon téléphone a sonné. Maman. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait. Allô? Nous dînons vendredi. Pourquoi? La famille veut parler de quoi? Elle a hésité. L'avenir. J'ai regardé Monica de l'autre côté de la cuisine. Elle savait à mon expression exactement ce que j'avais entendu. J'ai dit, je serai là. Après que j'ai raccroché, Monica a demandé, tu es sûr? J'ai hoché la tête. Non. Elle a levé un sourcil. J'ai souri faiblement. Mais j'y vais quand même. Pourquoi? J'ai baissé les yeux sur la lettre de mon père sur la table. Parce que, pendant 18 ans, ils ont raconté l'histoire sans moi. J'ai plié la lettre une fois de plus. Cette fois, je vais raconter ma version. Le vendredi est arrivé plus vite que je ne l'aurais voulu. À 5h30, j'étais assis dans mon bureau, fixant la même feuille de calcul que je regardais depuis 20 minutes sans lire un seul chiffre. Dehors, par ma fenêtre, le parking de Whittaker Mechanical commençait à se vider. Quelques techniciens finissaient encore des formalités administratives avant de rentrer chez eux. L'une de nos camionnettes de service a pris la direction de l'autoroute I-71, ses phares s'allumant dans l'obscurité du début novembre. J'aurais dû penser au travail. Au lieu de cela, je pensais à ma famille. Monica est entrée dans mon bureau, portant 2 tasses de café. Tu le fais encore. Faire quoi? Penser si fort que tu ne penses pas vraiment. Elle a posé une tasse à côté de moi. J'ai souri. C'est une accusation très précise. 18 ans de mariage donnent à une femme certaines compétences. J'ai pris le café. Elle s'est assise en face de moi. Tu n'as pas à y aller ce soir. Je sais. Tu ne leur dois pas une apparition. Je sais. Elle m'a observé un instant. Alors pourquoi y vas-tu? J'ai regardé la tasse dans mes mains. Parce que je veux entendre ce qu'ils pensent mériter. Monica a hoché la tête. Ça a l'air dangereux. Ça l'est probablement. Elle a souri. Souviens-toi juste de quelque chose. Quoi? Tu n'as pas besoin de gagner. Je l'ai regardée. Elle a continué, tu dois juste partir avec ta paix intérieure. Je n'ai pas répondu, mais je me suis souvent souvenu de cette phrase par la suite. Le restaurant était à Blue Ash, à environ 20 minutes de chez nous. Ma mère avait choisi l'un de ces endroits avec du bois sombre,
des nappes blanches et des steaks qui coûtaient plus cher que les courses hebdomadaires de certaines personnes. Quand Monica et moi sommes arrivés, tout le monde était déjà là. Ma mère, mon frère Richard, mon neveu Kevin, 2 tantes et un ami de la famille nommé Harold, qui connaissait mon père depuis avant ma naissance. Je me suis arrêté à l'entrée. Pendant une seconde, j'ai eu l'impression d'avoir de nouveau 40 ans, comme si j'étais entré dans la mauvaise maison. Monica m'a touché le bras. « Tu vas bien ? » « Oui. » Elle m'a lancé un regard. « Tu es un terrible menteur. » J'ai appris des professionnels. Elle a ri doucement. Nous sommes entrés. Ma mère s'est levée. « Daniel. » Elle m'a serré dans ses bras. C'était gênant. Non pas parce qu'elle était vieille. Non pas parce que j'étais en colère. Mais parce que je ne me souvenais pas de la dernière fois qu'elle m'avait touché. Elle s'est tournée vers Monica. Monica. Evelyne. Pas de câlin. Pas de baiser sur la joue. Juste 2 femmes se regardant à travers 18 ans d'histoire. Nous nous sommes assis. Pendant les 10 premières minutes, tout le monde a parlé de rien. Le temps, la circulation, les bengales, le restaurant, tout sauf la raison de notre venue. Puis Richard s'est éclairci la gorge. Nous devrions probablement en venir au fait. Je l'ai regardé. S'il te plaît. Il a sorti un dossier de sa mallette. J'ai failli rire. Apparemment, les dossiers étaient une tradition familiale. Il l'a ouvert. Nous avons discuté de moyens de faciliter les choses pour tout le monde. Je me suis penché en arrière. Tout le monde ? Oui. Il a fait glisser un document vers moi. C'était une proposition. L'entreprise de Richard avait besoin de capitaux. 250 000 $. En échange, mon entreprise investirait dans son exploitation et prendrait une participation minoritaire. J'ai regardé le chiffre, puis lui. Tu veux que j'investisse 250 000 $ dans ton entreprise ? Ce n'est pas juste mon entreprise. Il a jeté un coup d'œil à Kevin. Nous essayons de construire quelque chose pour la prochaine génération. Kevin a souri. Je l'ai regardé. As-tu de l'expérience dans la gestion d'une entreprise mécanique ? Il a haussé les épaules. Pas encore. De l'expérience dans la gestion d'employés ? Pas vraiment. La comptabilité ? Non. L'estimation ? Non. J'ai hoché la tête. Alors, qu'est-ce que tu ferais exactement ? Kevin a souri largement. Apprendre. J'ai pris une gorgée d'eau. Ça marche généralement mieux quand la personne qui paie la leçon n'est pas votre oncle. L'une de mes tantes a ri avant de se reprendre. Le sourire de Kevin a disparu. Richard s'est penché en avant. Ce n'est pas juste. Non plus que de me demander $250 000 avant même que nous ayons discuté de la raison pour laquelle vous ne m'avez pas parlé pendant 18 ans. La pièce est devenue silencieuse. Ma mère m'a regardé. Nous ne sommes pas venus ici pour nous battre. Bien. J'ai posé mes mains à plat sur la table. Moi non plus. Richard a baissé la voix. Nous sommes une famille. Je l'ai regardé. Le sommes-nous ? Il a froncé les sourcils. Quelle est cette question ? La question honnête. Personne n'a parlé. J'ai regardé autour de la table. Je veux comprendre quelque chose. J'ai montré la proposition du doigt. Quand j'avais 40 ans et que j'ai épousé Monica, qu'ai-je fait qui a fait que vous tous avez décidé que je ne valais pas un coup de fil ? Ma tante a regardé ma mère. Richard a baissé les yeux. Kevin s'est soudainement montré très intéressé par son verre d'eau. Ma mère a soupiré. Tu sais pourquoi ? Je sais ce que tu as dit. Elle m'a fixé. Je pensais que tu finirais par comprendre. Comprendre quoi ? Que tu gâchais ta vie. Le visage de Monica n'a pas changé, mais j'ai vu sa main se crisper autour de sa serviette. J'ai gardé ma voix calme. Je ne gâchais pas ma vie. Ma mère l'a regardé. Tu faisais un choix qui te séparait de ta famille. Non. J'ai secoué la tête. C'est toi qui as fait ce choix. Elle a commencé à répondre.
J'ai tendu la main vers ma veste et j'ai posé la lettre de mon père sur la table. L'ambiance dans la pièce a changé. Ma mère l'a reconnue immédiatement. Son visage est devenu pâle. Où as-tu eu ça? Robert? Elle a regardé Richard, puis de nouveau moi. Daniel, cette lettre n'est pas pertinente. Elle l'est pour moi. Je l'ai ouverte. Je veux que tout le monde ici entende ce que papa a écrit. Ma mère s'est levée. Ne fais pas ça. Je l'ai regardé. Pourquoi? Parce qu'il était malade. Alors, il ne pensait pas clairement. Je l'ai fixé. Il était assez lucide pour écrire mon nom sur l'enveloppe. Personne n'a bougé. J'ai commencé à lire. Je n'ai pas lu chaque mot. Je n'en avais pas besoin. J'ai lu les passages sur Monica. Les passages où papa admettait qu'il savait que je l'aimais. Le passage où il disait qu'il aurait dû se tenir à mes côtés. Et puis j'ai lu la phrase sur le fait d'avoir peur de ma mère. Quand j'ai eu fini, le restaurant a semblé étrangement silencieux. Ma tante Carole a parlé la première. Evelyne. Ma mère ne la regardait pas. Carole a continué. As-tu vraiment dit à tout le monde que Daniel ne voulait rien de la succession de son père? Maman n'a rien dit. Richard a finalement levé les yeux. Tu as fait ça? Ma mère a rétorqué. J'essayais de protéger cette famille. Je me suis tourné vers elle. De quoi? Elle m'a regardé. De la voir s'effondrer. J'ai failli sourire. Tu n'as pas protégé la famille. J'ai marqué une pause. Tu as décidé qui avait le droit d'en faire partie. Richard s'est penché en arrière. Honnêtement, je ne savais rien de l'argent. Je te crois. Il a semblé surpris. J'ai continué. Mais tu savais que je n'étais pas là. Il n'a pas répondu. Tu savais que maman ne me parlait pas. Je pensais que tu ne voulais rien avoir à faire avec nous. J'ai appelé. Il a baissé les yeux. Je sais. C'était la première fois qu'il l'admettait. J'ai senti quelque chose en moi se relâcher. Pas le pardon. Pas encore. Juste la certitude. Pendant 18 ans, je m'étais demandé si j'avais imaginé le rejet. Je ne l'avais pas fait. Ma mère a tendu la main vers la lettre. Daniel, s'il te plaît. Je l'ai éloignée. Non. Elle a eu l'air blessée. Je veux que tu comprennes quelque chose. Je comprends beaucoup de choses. Non, tu ne comprends pas. Elle a regardé autour de la table, puis de nouveau moi. Je pensais que si je restais ferme, tu finirais par rentrer à la maison. Je l'ai fixé. À la maison? Ricane oui. J'ai ri une fois. Ce n'était pas un rire joyeux. Maman, je suis rentré à la maison. Elle a cligné des yeux. Quoi? Je suis rentré à la maison après le mariage. J'ai regardé Monica. Nous sommes venus chez toi. Ma voix a commencé à trembler. Tu n'as pas voulu ouvrir la porte. Ma mère a baissé les yeux. J'ai continué. Je suis revenu 6 mois plus tard. Silence. J'ai apporté des cadeaux de Noël. Personne n'a bougé. J'ai appelé quand Monica était à l'hôpital. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Et quand papa est mort, je suis venu aux funérailles. J'ai dégluti. Je me suis tenu à 6 pieds de toi. Elle a murmuré, Daniel, et tu ne m'as même pas regardé. La pièce était maintenant complètement silencieuse. Richard s'est frotté le visage. Kevin fixait la table. Harold, le vieil ami de mon père, a finalement parlé, Evelyne. Elle l'a regardé. Tu dois lui dire. Elle a secoué la tête. Me dire quoi? Elle a fermé les yeux. Et quand elle les a rouverts, elle semblait plus âgée qu'à son arrivée. Il y avait une raison pour laquelle je n'ai jamais appelé. J'ai attendu. Elle a pris une inspiration. Je pensais que ton père finirait par te faire revenir. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que cela signifie? Elle a regardé Harold. Il a baissé la tête. Puis ma mère a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Ton père a essayé de t'appeler.
Je me suis figé. Quoi? Elle a dégluti. Il voulait. Quand? Avant qu'il ne meure. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Combien de fois? Elle n'a pas répondu. Combien de fois, maman? Sa voix s'est brisée. 3. Je l'ai fixée. 3 fois. Elle a hoché la tête. Et tu l'as arrêtée. Elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit que tu avais choisi ta vie. J'ai senti la colère monter. Mais en dessous, il y avait quelque chose de pire. Le chagrin. Non pas parce que mon père avait appelé. Mais parce que je n'avais jamais su qu'il avait essayé. J'ai regardé les gens autour de cette table. Puis ma mère, et pour la première fois cette nuit-là, l'argent ne m'intéressait plus. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. C'est ce que je suis venu chercher. Ma mère m'a regardé. Quoi? Si je te manquais un jour? J'ai marqué une pause. Maintenant, je sais. Elle a murmuré, oui. J'ai hoché la tête lentement. Juste pas assez pour décrocher le téléphone. Personne n'a eu quoi que ce soit à dire après cela. Je me suis levé. Richard m'a regardé. Daniel, et l'entreprise. Je me suis tourné vers lui. Il n'y a pas d'entreprise familiale. Kevin a ouvert la bouche. Je l'ai arrêté d'un seul regard. Il y a mon entreprise. J'ai mis mon manteau et je l'ai bâti avec ma femme. Puis j'ai regardé ma mère. Quant à l'argent que tu as demandé, elle a attendu. J'ai dit, non. Son visage s'est affaissé. Mais je n'ai pas fini. J'ai ramassé la lettre de mon père. Je déciderai ce qu'il adviendra de mon argent. Puis je suis sorti. Monica m'a suivi. Et alors que la porte du restaurant se refermait derrière nous, j'ai réalisé quelque chose. Pour la première fois en 18 ans, je n'étais pas parti en me demandant si j'avais fait la bonne chose. Je savais s'éclairci la gorge que oui. Le trajet de retour à la maison fut silencieux. Monica était assise à côté de moi, les mains croisées sur les genoux, regardant par la vitre passager tandis que nous traversions Montgomery Road. Pendant plusieurs minutes, aucun de nous n'a parlé. Finalement, elle a dit, « Tu vas bien ?» J'ai gardé les yeux sur la route. Je ne sais pas. C'était une nuit difficile. J'ai hoché la tête. Au prochain feu rouge, je l'ai regardé. Ai-je trop dit? Elle a souri. Non. Ai-je assez dit? Elle y a réfléchi. Tu as dit ce que tu avais besoin de dire. Je me suis de nouveau tourné vers la route. Cela aurait dû être la fin. Ça ne l'a pas été. Le lendemain matin, à 7h42, mon téléphone a sonné. C'était Richard. J'ai failli l'ignorer. Au lieu de cela, j'ai répondu, « Quoi de neuf ?» Il est resté silencieux un instant. Puis il a dit, « Je dois m'excuser. Je ne m'attendais pas à ça. » Pourquoi? Pour avoir su que tu étais parti et avoir prétendu que ça n'avait pas d'importance. J'ai serré le volant. J'étais assis dans mon allée, me préparant à partir au travail. Richard, tu n'as pas à le faire. Oui, je dois. Sa voix sonnait différemment, moins défensive. Je savais que maman était en colère parce que tu avais épousé Monica. Je savais qu'elle ne voulait pas te parler. Je pensais juste que tu finirais par revenir à la raison. J'ai fermé les yeux. Tu avais 31 ans, Richard. Je sais. Tu étais assez vieux pour savoir mieux. Je le sais aussi. Aucun de nous n'a parlé. Puis il a dit, « J'avais peur de maman. » Cette phrase m'a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Parce que j'avais passé des années à croire que ma famille m'avait rejeté parce qu'ils ne m'aimaient pas. Peut-être que la vérité était plus laide et plus simple. Certaines personnes vous aimaient et n'étaient pourtant pas assez courageuses pour se tenir à vos côtés. J'ai dit, « Je ne suis pas prêt à te pardonner. Je comprends, mais j'apprécie ton appel. » Il m'a remercié. Puis nous avons raccroché. Je suis resté dans le camion pendant 5 minutes de plus avant de démarrer le moteur. Au travail, les choses étaient normales. C'est une chose que j'aimais dans la gestion d'une entreprise.
Il y avait toujours quelque chose qui vous attendait. Un compresseur était tombé en panne dans une épicerie à Charonville. L'une de nos équipes avait besoin d'une approbation pour des heures supplémentaires. Un fournisseur avait changé ses prix. Un client se plaignait d'une facture. De vrais problèmes. Des problèmes qui ne se souciaient pas de mon enfance. Au déjeuner, j'avais presque cessé de penser à vendredi soir. Puis Linda est entrée dans mon bureau. Votre mère est là. J'ai levé les yeux. Quoi? Elle dit qu'elle a besoin de vous voir. Je me suis frotté le front. Elle a pris rendez-vous? Non. Alors dis-lui que je suis occupé. Linda a hésité. Elle dit qu'elle va attendre. Bien sûr qu'elle allait attendre. Je suis entré dans le hall. Maman était assise sur l'une des chaises près du bureau de réception. Elle paraissait plus petite que la veille. Elle s'est levée en me voyant. Daniel, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais parler. Nous avons parlé hier soir. Pas assez. J'ai regardé Linda. Elle a discrètement disparu dans le couloir. Maman tenait quelque chose dans sa main. Une enveloppe. J'ai apporté ça. Je ne l'ai pas prise. Qu'est-ce que c'est? Les affaires de ton père. Je l'ai fixée. Pourquoi maintenant? Elle a baissé les yeux. Parce que tu les mérites. J'ai finalement pris l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une vieille photographie. Mon père et moi, debout à côté d'un bateau de pêche. J'avais 16 ans. Il souriait. Je me reconnaissais à peine. Il y avait aussi une petite clé en laiton. Je l'ai regardée. Qu'est-ce que ça ouvre? Son casier de rangement. J'ai froncé les sourcils. Tu l'as toujours? Oui. Pourquoi? Elle a hésité. Parce que je ne pouvais pas tout jeter. Je voulais être en colère. Au lieu de cela, je me suis senti fatigué. Maman, qu'est-ce que tu veux? Elle m'a regardé. Je veux arranger ça. J'ai failli rire. Tu ne peux pas arranger 18 ans. Non. Elle a essuyé ses yeux. Mais peut-être que je peux arrêter d'aggraver les choses. C'était la première chose qu'elle avait dite qui semblait honnête. Elle a fouillé dans son sac à main et a sorti une autre feuille de papier. Je l'ai regardée. Ce n'était pas une autre exigence. C'était une liste de noms. Des médecins, un conseiller financier, un entrepreneur, un agent de recouvrement. Tout ce qu'elle m'avait demandé de gérer. Je ne comprends pas. Je pensais que tu pourrais aider. Je peux. Son visage a changé. Mais je ne vais pas faire de chèque pour tout ça. Elle a semblé déçue. J'ai continué. Je vais t'aider à trouver un conseiller financier. Je vais m'assurer que tu comprennes tes factures médicales. Je paierai une réparation d'urgence si la maison n'est pas sûre. Elle m'a fixé. Mais Richard, il doit gérer ses propres dettes. Kevin, il doit payer ses propres prêts. Elle a détourné le regard. Et moi? J'ai marqué une pause. Tu es ma mère. Ses yeux se sont remplis de larmes. Mais cela ne signifie pas que tu peux revenir et passer le reste de ma vie. Elle a hoché la tête lentement. Je comprends. Je n'étais pas sûr qu'elle comprenne, mais j'ai laissé tomber. Puis elle a posé la question que je savais venir. Me pardonneras-tu? J'ai regardé la photographie de mon père. Je ne sais pas. Elle a hoché la tête. Ça fait mal. Je sais, mais je comprends. Elle s'est tenue à la porte. Elle s'est arrêtée. Daniel, oui, je me suis trompé à propos de Monica. Je n'ai rien dit. Elle a continué. Elle ne t'a pas enlevé à nous. Je l'ai regardée. Tu as raison. Elle a hoché la tête. Elle a construit une vie avec toi. Cette phrase m'a surpris. J'ai dit, elle l'a fait. Maman a ouvert la porte. Puis elle s'est retournée. J'espère qu'un jour tu pourras me laisser en faire partie. J'y ai réfléchi. C'était peut-être la réponse la plus honnête que je pouvais donner. Elle est partie. Je suis retourné à mon bureau.
Pour la première fois depuis qu'elle était arrivée chez moi, j'ai ressenti quelque chose de proche du soulagement. Puis Linda a appelé de la réception. Daniel. Oui. Il y a un journaliste en ligne, aussi. J'ai décroché. Le journaliste voulait poser des questions sur la récente évaluation de notre entreprise. J'ai répondu à quelques questions. Puis elle a posé quelque chose qui m'a pris au dépourvu. Il y a eu des discussions en ligne à propos de l'histoire de votre famille. Avez-vous un commentaire? Je me suis figé. Comment avez-vous entendu parler de ça? Elle a dit qu'un blogueur local avait publié un article sur la visite de ma mère. Apparemment, quelqu'un au restaurant avait parlé. J'ai raccroché sans donner de commentaire. Ce soir-là, Monica et moi étions assis à notre table de cuisine. Elle a lu le message. Cela va se répandre, a-t-elle dit. Je s'éclaircis la gorge, c'est. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Elle m'a regardé. Tu es sûr? Oui. Le lendemain matin, l'histoire s'était répandue davantage. À midi, quelqu'un avait posté une photo de notre siège social. À 3 heures, une page commerciale locale demandait si ma famille avait essayé de me faire pression pour de l'argent. Et le vendredi matin, ma mère a rappelé. Sa voix tremblait. Daniel, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'appelle. Qui? Les gens. J'ai fermé les yeux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-leur que ce n'est pas vrai. Je suis resté silencieux parce que maintenant, je comprenais quelque chose. Elle ne voulait pas seulement mon argent. Elle voulait que je protège sa réputation, la même réputation qu'elle avait protégée 18 ans auparavant en me sacrifiant. J'ai dit, maman, je n'ai jamais raconté notre histoire à personne, mais ils en parlent. Je sais. S'il te plaît. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau les employés qui arrivaient au travail. Des gens qui n'avaient rien à voir avec ma famille. Des gens qui me faisaient confiance pour prendre des décisions basées sur des faits. Finalement, j'ai dit, je ne vais pas t'attaquer. Elle a expiré. Mais je ne vais pas mentir pour toi non plus. Il y a eu un silence. Puis elle a murmuré, c'est juste. J'ai raccroché. Cet après-midi-là, j'ai pris une décision. J'ai appelé Robert en lit. Je veux faire quelque chose avec le nom de papa. Il a demandé, quoi? Je lui ai dit, un fonds. 500 000 $. Pas pour ma famille. Pour les travailleurs de plus de 40 ans qui avaient perdu leur emploi, avaient besoin de certification, ou simplement besoin de quelqu'un pour leur donner une seconde chance. Robert est resté silencieux. Puis il a dit, votre père aurait aimé ça. J'ai regardé la photographie sur mon bureau. Peut-être, j'ai marqué une pause. Ou peut-être que j'essaie juste de faire quelque chose de bien avec ce qu'il n'a pas pu réparer. Et pour la première fois, cette pensée ne m'a pas fait mal. Elle m'a donné quelque chose à construire. Le fonds a été officiellement lancé le printemps suivant. Nous avons organisé une petite cérémonie dans un centre de formation professionnelle à Cincinnati, non loin de l'endroit où Monica et moi avions créé notre premier bureau. Il n'y avait pas de ballon, pas d'équipe de télévision, juste quelques journalistes locaux, des employés, quelques instructeurs et une trentaine de personnes venues entendre ce qu'était le programme. Le fonds Robert Whittaker pour la seconde chance commencerait avec 500 000 $. Son but était simple. Aider les travailleurs de plus de 40 ans à payer les certifications, les programmes de formation professionnelle, les outils, le transport et les urgences à court terme pendant qu'ils se remettaient sur pied. Je me suis tenu au pupitre et j'ai regardé la salle. Monica était assise au deuxième rang. Elle m'a souri. J'ai pensé à ce vieux Ford Transit, à la lumière cassée du parking, aux nuits que nous avions passées à la table de la cuisine à compter de l'argent. Et j'ai pensé à ma mère debout sur mon porche avec cette liste de 3 pages. C'est drôle comme la vie fonctionne. Le même chiffre qui avait autrefois fait en sorte que les gens me voient différemment était devenu la raison pour laquelle je pouvais aider quelqu'un d'autre. Je n'ai pas mentionné ma famille pendant la cérémonie. Je n'avais pas à le faire. Le journaliste a demandé après pourquoi j'avais nommé le fonds d'après mon père. Je lui ai donné la réponse honnête. Mon père a fait des erreurs. J'en ai fait aussi. Mais je crois que les gens devraient être commémorés pour plus que leurs pires décisions. C'était tout.
Je n'étais pas intéressé à transformer le nom de mon père en une arme. Quelques semaines plus tard, Richard a appelé. Il n'a pas demandé d'argent. Rien que cela m'a surpris. Il a dit, j'ai entendu parler du fonds. Oui, c'est une bonne chose. Merci. Il y a eu un long silence. Puis il a dit, j'ai besoin d'un emploi. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Tu as un emploi? Non, je veux dire un vrai. J'ai s'éclairci la gorge, savait ce qu'il voulait dire. Son entreprise avait finalement fait faillite. Les dettes que ma mère avait inscrites sur cette liste originale étaient réelles. Mais la solution n'était pas un autre chèque. Richard avait passé des années à dépendre de quelqu'un d'autre pour le secourir. Je lui ai dit de m'envoyer son CV. Il a ri. Tu veux un CV de ton frère? Oui. Tu es sérieux? Très sérieux. Il l'a envoyé cet après-midi-là. J'ai demandé à notre directeur des opérations de l'interviewer comme n'importe quel autre candidat. Pas de titre spécial, pas de propriété, pas de camion d'entreprise, pas de salaire à 6 chiffres. Il a commencé comme coordinateur de projet. La première semaine fut difficile. L'un de nos superviseurs m'a appelé. Ton frère ne connaît pas notre logiciel de planification. J'ai soupiré. Alors forme-le. C'est ton frère. C'est aussi un employé. Cela a mis fin à la conversation. Richard est resté. Il a appris. Il a fait des erreurs. Il s'est amélioré. 3 mois plus tard, je l'ai vu un matin, portant une pile de bons de travail à travers l'entrepôt. Il avait l'air fatigué, mais il avait l'air fier. Je n'ai rien dit. Lui non plus. Parfois, c'était suffisant. Kevin était une autre histoire. Il avait apparemment décidé que perdre l'argent de son oncle était un inconvénient temporaire. Il m'a appelé un après-midi. Oncle Dan, je voulais parler de l'avenir. J'ai souri. C'est une expression dangereuse. Il a ri nerveusement. J'ai pensé aux affaires. Bien. J'aimerais lancer quelque chose. Bien. J'ai besoin de capitaux. Ça y est. Il a ri de nouveau. Allez. Non. Il s'est tu. Tu n'as même pas entendu le montant. Je n'en ai pas besoin. Et si c'est un petit montant? Alors tu devrais pouvoir l'économiser. Il a soupiré. Tu sais, maman dit que la famille doit aider la famille. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau. Kevin, la famille peut t'aider à apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu veux créer une entreprise, je passerai 2 samedis à te montrer comment lire un compte de résultats, estimer un travail et calculer la paie. Il n'a pas répondu, mais je ne te ferai pas de chèque. Il a semblé déçu. D'accord. Une semaine plus tard, il s'est présenté. Il était terrible en comptabilité. Absolument terrible. La première fois que je lui ai montré un compte de résultats de base, il l'a fixé pendant 5 minutes. Pourquoi les dépenses sont-elles négatives? J'ai ri. D'accord, j'ai dit. Nous partons du début. Pour la première fois, il ne me demandait pas d'argent. Il me posait des questions qui comptaient. Ma mère était plus difficile. Il n'y a pas eu de fin nette, pas de transformation soudaine, pas de scène de film où tout le monde s'embrasse et pleure. Elle avait toujours sa fierté. J'avais toujours mes cicatrices. Environ 1 an après le dîner au restaurant, j'ai reçu un appel de Merci Health. Ma mère avait été admise après une chute. Je suis resté assis dans mon camion devant l'hôpital pendant près de 10 minutes. J'aurais pu rentrer chez moi. Personne ne m'aurait blâmé. Une voix dans ma tête disait, elle n'est pas venue quand tu avais besoin d'elle. Une autre voix disait, ce n'est pas l'homme que tu veux être. Je suis entré. Elle paraissait petite dans ce lit d'hôpital, bien plus petite que dans mes souvenirs. Quand elle m'a vu, elle a commencé à pleurer. Daniel. Je me suis assis à côté d'elle. Salut, maman. Elle a tendu la main vers la mienne. Je l'ai laissé la prendre. Pendant un moment, nous n'avons rien dit. Finalement, elle a murmuré, je suis désolé. Je l'ai regardé. Je sais.
Non, tu ne sais pas. Elle a pris une inspiration. J'avais peur de ce que les gens diraient. J'ai hoché la tête. Je sais. Je pensais que tu reviendrais. Je suis revenu. Elle a fermé les yeux. Je sais. Et tu ne m'as pas laissé entrer. Des larmes coulaient sur ses joues. Je sais. J'ai regardé vers la fenêtre. Dehors, Cincinnati était grise et froide. Les gens marchaient entre les voitures sur le parking, portant des tasses de café et des sacs d'hôpital. La vie ordinaire. Qui continuait son cours. Ma mère m'a serré la main. Je me suis trompé à propos de Monica. Je l'ai regardée de nouveau. Elle ne t'a jamais enlevé à moi. Non. J'ai secoué la tête. Elle ne l'a pas fait. Ma mère a dégluti. J'étais jalouse. Cela m'a surpris. Jalouse? Tu l'as choisi. J'y ai réfléchi. Puis j'ai dit doucement, oui. Elle a hoché la tête. Je ne savais pas comment accepter cela. Je l'ai regardée longuement. Tu étais censé l'accepter. Elle a pleuré de nouveau. Je ne lui ai pas dit que tout allait bien parce que ce n'était pas le cas. Le pardon n'est pas la même chose que de faire semblant. Et j'avais finalement appris que ce sont deux choses différentes. Je suis resté avec elle pendant 1 heure. Quand je suis parti, je lui ai embrassé le front. À l'ascenseur, je me suis arrêté. Je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais fatigué, mais c'était un autre genre de fatigue, celle qui vient après avoir posé un poids lourd. Quelques mois plus tard, Monica et moi avons conduit vers le sud jusqu'à notre petite cabane dans le Kentucky pour le week-end. Ce n'était pas luxueux. 2 chambres, un vieux Porsche, un lac derrière la propriété. Nous avons fait du café le matin et nous nous sommes assis dehors sur 2 chaises en bois. L'air était frais. Monica a enroulé une couverture autour de ses épaules. Elle m'a regardé. Est-ce que tu aurais aimé que ta famille nous accepte? J'ai regardé de l'autre côté de l'eau. Parfois. Elle a hoché la tête. Est-ce que tu le souhaites toujours? J'ai pensé à la maison de ma mère, à la liste de 3 pages, à la lettre de mon père, à l'hôpital, au restaurant, à l'appel téléphonique de Richard, à Kevin apprenant à lire un état financier, et aux 18 ans que j'avais passé à essayer de me convaincre que je m'en fichais. Non, ai-je dit. Monica m'a regardé. Non. J'ai secoué la tête. Je n'ai pas besoin qu'ils acceptent la vie que nous avons construite. Elle a souri. J'ai pris une gorgée de café. Pendant des années, j'avais pensé que la vengeance signifiait faire regretter aux gens ce qu'ils avaient fait. Je pensais qu'un jour j'aurais assez d'argent, assez de succès, ou assez de pouvoir pour que ma famille me regarde et comprenne enfin ce qu'elle avait perdu. Mais ce n'était pas de la vengeance. C'était encore leur demander quelque chose. Une approbation, un regret, des excuses, quelque chose. La vraie victoire est venue bien plus tard. Elle est venue quand j'ai réalisé que je pouvais me souvenir de ce qui s'était passé sans que cela ait besoin de me définir. Ma famille avait passé 18 ans sans moi. Je n'allais pas passer 18 ans de plus à attendre qu'ils deviennent la famille dont j'avais besoin. J'avais ma femme. J'avais des gens en qui je faisais confiance. J'avais des employés qui dépendaient de moi. J'avais une entreprise que j'avais bâtie à partir de presque rien. Et maintenant, j'avais la chance d'utiliser une partie de ce succès pour aider des gens qui essayaient encore de recommencer. C'était suffisant, peut-être plus que suffisant. Si vous avez déjà été rejeté par quelqu'un qui était censé vous aimer, vous savez que le temps n'efface pas tout. Mais guérir ne signifie pas toujours récupérer ces personnes, cela peut signifier construire une vie si paisible que leur approbation n'est plus nécessaire.